aimé savoir, justement, et c'est très lié aux questions qu'on vient d'aborder, j'ai pas eu la chance d'échanger avec mon père sur ses origines, sur son parcours, sur son histoire, sur l'histoire de sa famille. Je savais simplement que on était Yoruba, qu'on venait sans doute de quelque part du Nigeria, mais je savais absolument rien de sa vie et j'aurais aimé qu'il me raconte son histoire. J'aurais aimé que mon père me dise d'où il vient, d'où ses parents viennent et comment est-ce que la famille s'est construite. C'est une information que j'ai dû chercher par moi-même et en fait que j'ai appris aussi à appréhender parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une information capitale parce que maintenant que je sais beaucoup de choses de nos origines, ça me permet de comprendre ma personnalité aujourd'hui et de comprendre aussi pourquoi je fais certains choix et pas d'autres, quoi. Salut, j'espère que tu te portes à merveille. Alors aujourd'hui, je reçois une amie à moi. Je me suis envolé pour le Bénin. Je ne reçois pas de Togolais ou de Togolaises aujourd'hui, mais plutôt de Béninoises qui vit actuellement en fait en France et qui est journaliste à France Média Monde. Je parle très bien de Sinatou Saka qui a été blogueuse, donc monoblogueuse, qui a étudié au Bénin et à Cotonou et ensuite en France, qui est Benjamin et Yoruba, et donc qui a décidé de nous partager un certain nombre de choses aujourd'hui. Donc on a fait le tour de plusieurs sujets. Déjà on a parlé du métier de journaliste, du fait qu'il est important pour le journaliste d'apporter des solutions concrètes. On a aussi parlé de l'équilibre entre vie de couple et vie de famille, et donc de l'importance de consacrer du temps en fait aux proches. On a parlé aussi du fait qu'on puisse être tellement passionné par son métier qu'on arrive peut-être pas à trouver du temps pour sa famille ou pour ses proches. Donc ça fait réfléchir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui écoutent cet épisode aujourd'hui qui sont peut-être dans le même cas. On a aussi parlé des langues africaines, de leur importance et de leur place sur le web. Je pense que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de personnes depuis un moment déjà. Alors le gros débat, c'est souvent de savoir quelle langue prioriser. Est-ce qu'il faut prioriser toutes les langues? Comment écrire dans toutes les langues en fait africaines en utilisant notre smartphone, etc. Est-ce que notre téléphone intelligent a toutes les fonctionnalités, surtout par rapport au clavier, etc. Donc, c'est un sujet intéressant et je pense que je vais en parler dans la conclusion avec plus de détails. Je vais parler de quelques initiatives développées ou répertoriées par IDEMI Africa. Donc, vous aurez l'occasion d'en savoir plus. On a aussi parlé du temps, de la temporalité, de la notion d'apprentissage du temps, donc de comment il serait peut-être important d'éduquer peut-être autrement nos enfants. Donc avec cet épisode, je sais pas trop, cet épisode concerne en fait non seulement ceux qui sont peut-être ados, mais également ceux qui sont dans la trentaine peut-être. Parce que l'idée c'est aussi de faire de nous de meilleurs parents, de pouvoir corriger le tir. Et donc comme Sinatou l'a dit, elle aurait voulu que son père lui raconte l'histoire de la famille. Donc je pense que ça rejoint quand même disons, le vécu d'un certain nombre de personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui. Et enfin on a fait on a mis en fait on a mis en évidence le fait qu'il est important de penser à la santé mentale
et que justement qu'en Afrique, c'est pas un débat ou c'est pas un sujet plutôt qu'on aborde généralement entre nous, avec les parents, avec les amis. On l'évite généralement, alors qu'en fait c'est partout en Afrique et en Occident. Donc j'espère que cet épisode te sera utile, toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin parce que je vais pouvoir détailler un certain nombre de choses. Je vais pouvoir donner beaucoup plus d'exemples. Je vais aller vraiment dans les détails de cet épisode et j'espère vivement que ce podcast t'apprend des choses. Allez, on se dit à tantôt et tu es très bien dans l'émission Ce que j'aurais aimé savoir de Eden Butoglo. Bonjour à tout le monde. Bonjour Sinat. Bonjour Edem. Comment tu vas? Très très bien. Écoute, et toi? Ça va. Je te sens de bonne humeur. C'est une bonne nouvelle. Oui, j'ai passé une journée un peu reposante, on va dire. J'ai pas fait grand-chose, donc je me suis beaucoup reposée. Et en général, quand je prends le temps de me reposer, je suis en pleine forme, donc de bonne humeur, quoi. Voilà. Mais je pense que ceux qui nous écoutent se demandent, mais c'est qui en fait Sinat? Oui, alors donc Sinatou, donc c'est une jeune journaliste. Je suis journaliste béninoise en fait, mais j'habite en France depuis 7 ans désormais. Je suis journaliste béninoise à Radio France Internationale qui appartient au groupe France Média Monde. Donc du coup, j'exerce, on va dire, depuis 5 ans à peu près ce métier-là et ça me passionne de raconter des histoires ou en tout cas de permettre à d'autres de raconter des histoires ou tout simplement de rendre visibles des histoires parce que finalement c'est un peu ça le métier de journaliste, c'est aller récolter de l'information, travailler cette information-là et aussi bien évidemment la rendre visible et la rendre disponible à tout le monde. Donc tout dépend à quel stade on intervient ou si on intervient à tous ces stades. Mais dans tous les cas, le but est de raconter le monde finalement et de montrer le monde tel qu'il est aux autres, quoi. Travail stressant? Je pense qu'il y a, enfin, à mon avis en tout cas, il n'y a pas un seul travail qui n'est pas du tout stressant. Donc du coup, je ne considère pas que le journalisme soit plus stressant qu'un autre. Par contre, je pense que le journalisme, c'est un métier où on est quand même exposé plus que la moyenne des gens aux horreurs du monde, à l'actualité, qui peut être à la fois réjouissante ou très très malheureuse. Et ce qui fait qu'on va être, en tout cas que moi, je vais être un peu plus touchée parce que j'arrive pas forcément à créer cette barrière d'humanité entre mon travail et moi. Donc forcément, c'est pas facile tous les jours d'être exposée, donc, ou même d'être celle qui apporte les mauvaises nouvelles aux gens. Mais on va dire que j'essaye quand même, en tout cas depuis quelques années, d'équilibrer aussi et de montrer que finalement, à côté de tout ce qui peut se passer de triste dans notre monde, parce que c'est la réalité, le journaliste n'a pas vocation à changer la réalité, il y a quand même des gens qui vont essayer, que ce soit à travers des œuvres littéraires, de nous aider à mieux mûrir ces situations-là ou de nous aider à mieux comprendre ces situations-là. Et puis, il y a d'autres qui vont apporter des solutions concrètes à ces problématiques. Donc voilà, depuis quelques temps, j'essaye aussi de montrer ce côté-là, ce côté, on va dire, engageant de notre monde qui n'est pas, en tout cas à mon avis, très visible, quoi. Donc, faut juste trouver un équilibre, finalement. Intéressant. Du coup, on se demande si, en tout cas, surtout moi, je me pose la question. Là, tu es béninoise, tu vis en France, tu es journaliste. Est-ce que tu as toujours étudié le journalisme depuis le Bénin ou comment ça se passait?
Alors, on va parler un peu de de mon parcours universitaire. Oui, en fait, à la base, j'avais fait une licence en communication au Bénin. Et puis ensuite, je suis allée faire une autre licence en droit parce qu'en fait, j'ai pas mal réfléchi à ce moment-là et l'image que j'avais du journalisme, c'était un métier qui était très, très pragmatique finalement. Et à ce moment-là, j'avais envie d'avoir une formation, on va dire, d'avoir voilà, des connaissances beaucoup plus théoriques, parce que finalement, le journalisme, il y a de la théorie, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de la pratique. C'est-à-dire que c'est en pratiquant qu'on s'améliore finalement dans le journalisme. Donc, du coup, dans cette optique-là, d'avoir de la théorie, etc., je suis allée faire une licence en droit à la faculté de droit du Bénin. Et ensuite, je suis arrivée en France faire un master à la base, un master recherche qui était information communication. Donc, c'est un master dont le but était un peu de... C'était un master assez intéressant parce que finalement, c'était un master critique du journalisme parce que l'objectif, c'était un peu de nous montrer les liens entre le journalisme, les opérateurs économiques, les différents acteurs économiques et aussi comment l'information n'est pas finalement très neutre. Donc, il y avait... on va dire que la manière dont j'idéalisais le métier avait complètement changé parce que j'ouvrais les yeux sur certains mécanismes qui étaient en cours et qui ne dépendaient même pas, on va dire, des journalistes, qui dépassaient largement le cadre du métier, on va dire, basique, mais qui se jouaient aussi, et pour parler très concrètement, ça va être de se questionner sur la propriété des médias, par exemple. Donc ce master, c'était un master assez intéressant et du coup, qui était quand même finalement très important et qui m'a beaucoup aidé dans la suite puisque je suis allée faire 2 ans du coup au Centre de formation des journalistes de Paris où j'ai été formée pendant 2 ans. Donc finalement, je suis rentrée dans cette école beaucoup plus aguerrie, on va dire, et consciente des enjeux et consciente aussi finalement de ce que je pouvais réellement changer ou pas dans le monde parce que quand on décide d'être journaliste, on se dit ah tiens, je vais changer le monde ou en tout cas je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et c'est vrai que c'est un métier qui est quand même on va dire du point de vue de l'opinion publique, c'est un métier qui est vocationnel, voilà, ça a du sens quoi, c'est l'un des grands métiers avec du sens et c'est vrai que quand tu comprends, on va dire, l'envers du décor, tu es beaucoup plus à même de savoir précisément l'impact que tu peux avoir en faisant ce métier-là. D'accord. En fait, je me suis posé une question tout à l'heure, une question tout à fait bête. Est-ce que les hommes ont peur de Sinachou ou de s'approcher de Sinachou? Parce que quand je vois en fait ton parcours, tout ce que tu as cité tout à l'heure, etc., étant si jeune, je me pose une question. Est-ce que les hommes n'ont pas peur de toi en fait s'ils doivent t'approcher et tu te est-ce qu'ils se disent pas celle-là c'est quand même une grande dame, elle est quand même à Radio France Internationale et puis elle parle très bien le français et tout, etc. Je ne sais pas comment tu vis ça. Alors, c'est une question hyper intéressante et puisqu'on se connaît bien, Edem, et que du coup, je vais pas faire comme si je te connaissais pas puisqu'on est amis aussi dans la vraie vie. Je ne sais pas si les hommes ont peur ou pas parce que je ne suis pas du tout à leur place. Mais si jamais il y a un homme qui a peur, c'est qu'en fait, finalement, il n'est pas très à l'aise avec ce qu'il est, tu vois. Enfin, c'est que finalement, c'est à lui de faire son travail là. Je ne peux pas trop répondre à cette question puisque je ne suis pas très précisément à leur place. On m'a déjà rapporté, c'est-à-dire que certains amis m'ont déjà dit que telle personne avait peur, mais je n'ai pas eu une fois encore un homme qui m'a dit « Tiens, j'ai peur de toi ». Mais parce que je pense qu'ils n'osent même pas aller à ce stade-là ou me dire ce genre de choses. Donc du coup, je ne pourrais pas répondre à cette question à leur place. Il faudrait le leur demander.
directement, quoi. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bah, là, tu nous as raconté un peu tout ce que tu as fait comme études, tes formations, études, etc. Euh, la réalité de ton métier, pas en détail, mais je pense qu'on a une idée. Cependant, on se demande, c'est vrai que Sinachou est assez présente sur les réseaux sociaux, et on se demande, bah, est-ce que Sinachou a une vie sentimentale? On se pose la question. On La se question, pose la question. la question n'est pas encore répondue, donc on attend de voir. Est-ce que Sinachou veut nous en parler? Et où est-ce que tu places en fait ta vie sentimentale dans tout ton parcours? Est-ce Oui, que alors, tu te dis que je vais finir toutes mes formations et ensuite je m'engage dans une vie amoureuse, etc. Ou je fais les deux ensemble, je jongle, etc. c'est une question qui est... Enfin, je rigolais au départ, mais en fait, c'est une question qui est finalement très importante aujourd'hui. Parce qu'en fait, finalement, on est tous et toutes un peu sous la pression de la société. Et il y a beaucoup aussi de gens qui projettent des attentes sur nous. Euh, et à la fois de la société, c'est-à-dire nos proches, et aussi des gens qui ne nous connaissent absolument pas, quoi. C'est-à-dire qu'on va tous être dans une sorte de course permanente à vouloir obtenir un certain statut social ou une certaine classe sociale précise et définie. Et c'est vrai que se demander dans ce contexte-là quelle est finalement la place d'une vie privée, c'est une question finalement capitale. Euh, alors, ce que je peux te répondre sur ça, c'est que s'il y a quelque chose que moi, j'ai réalisé parce que j'ai grandi aussi dans un cadre où on m'a beaucoup répété ça. Et dans la question de la vie privée, je mets la place des proches de façon générale, c'est-à-dire pas spécifiquement la place d'un couple, mais la place des proches, parce qu'en fait, c'est vrai que je travaille beaucoup sur plein d'autres projets en dehors de mon boulot. Mais on va dire que j'ai vraiment grandi et j'essaye de faire, en tout cas de bien garder ça en tête, avec l'idée qu'il faut quand même prendre du temps pour soi, il faut quand même prendre du temps pour ses proches. Et ma mère, elle a l'habitude de me répéter quelque chose d'hyper important et elle m'a toujours dit, en fait, au boulot, quel que soit le boulot que tu feras et quelle que soit l'importance que tes employeurs vont t'accorder, si jamais il t'arrive un truc, ils finiront toujours par te remplacer. Mais tes proches ne pourront jamais te remplacer. Et c'est un peu grossièrement dit comme ça, mais je crois que c'était l'idée derrière, c'était vraiment de se dire que consacrer du temps à ses proches ou à sa famille ou à un couple, c'était pas du temps perdu, quoi. Au final, c'est vraiment... Moi, j'ai tendance à penser que c'est ça le cœur d'une vie, en fait. Finalement, il faut trouver, ce que je disais aussi tout à l'heure, entre, entre l'information un peu triste et l'information engageante, et pour ne pas dire positive. C'est là aussi trouver un équilibre entre sa vie professionnelle qui peut être très très prenante et une vie privée qui demande aussi beaucoup de temps. Après, c'est vrai que ce qui est très compliqué dans mon cas particulier, c'est que je suis passionnée par mon métier et par tout ce que je peux faire par ailleurs, ce qui veut dire que je vais grignoter du temps personnel pour travailler encore. Et ça, en général, et je sais que je ne suis pas la seule dedans, puisque c'est une discussion que j'ai beaucoup avec mes amis, c'est que quand tu aimes ton métier à ce stade, du coup, tu as moins de temps pour construire une vie, on va dire une vie privée. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que j'ai en tête, que je ne néglige absolument pas, que j'essaye de construire de façon, on va dire, quotidienne. Donc, je m'accorde du temps, que ce soit pour les miens, de façon, on va dire, hyper importante. Et j'essaye aussi d'accorder du temps. Une fois encore, ça dépasse le cadre de couple, quoi, parce que faut pas juste accorder du temps à son mec ou à son amoureuse, par exemple. C'est vraiment accorder du temps à ses nièces, à ses neveux, à ses frères et sœurs, parce que eux, jamais ils ne te remplaceront encore, pour reprendre l'expression de ma mère. Voilà. D'accord.
juste une question pour savoir, Sina, est-ce que tu es l'aînée de ta famille? Non, je suis la Benjamine. D'accord. Donc, du coup, toi, tu n'as pas cette pression qu'ont les Non, aînés, en quelque sorte. non, j'ai pas cette pression qu'ont les aînés. C'est vrai que non, j'ai plutôt été finalement très choyée en fait. Finalement, je peux pas dire le contraire parce que je fais l'objet d'attention de la part de mes frères et sœurs, de la part de ma mère. Qui essaye quand même voilà, de prendre soin de moi le plus possible. Et en fait, surtout, j'ai énormément de chance d'être entourée d'amis pour qui je compte énormément. Et donc, non, je n'ai pas la pression de devoir montrer le bon exemple un peu pour ceux qui arrivent derrière ou ceux qui me suivent. Pression que les aînés ont souvent, ou même de m'assurer que les autres dans la famille suivent le bon chemin. Ça, j'ai assisté à ça parce que je sais que c'est une pression que mon frère, il a longtemps subi, mon frère aîné. Mais moi, particulièrement, j'ai pas du tout cette pression-là. D'accord. En tout cas, c'est bon à savoir parce que je suis Benjamin aussi, donc je te comprends parfaitement. Alors, tu nous as parlé de tes passions et on a compris que le travail en fait partie, mais j'ai aussi cru comprendre qu'il y a autre chose dont tu nous as pas encore parlé, les langues africaines. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que ça remonte à très loin, en fait, finalement. Ça remonte à ma culture parce que, alors, juste pour remettre un peu dans le contexte quand même, Ouais. moi, je suis Yoruba. Euh, et donc, du coup, mon père est Yoruba, en tout cas, donc il m'a transmis sa culture. Donc le Yoruba, c'est une langue, mais c'est aussi une communauté de personnes, très concrètement, qui vivent entre le Nigeria et le Bénin. C'est une langue qui est quand même assez populaire aujourd'hui à cause de Nollywood, à cause de la puissance aussi économique du Nigeria, typiquement. Et c'est vrai que c'est une communauté qui a pour réputation, et je peux le confirmer, qui est constituée de personnes souvent très très fières d'eux et d'elles, et très très fières et très très accrochées à leur tradition. Et donc du coup, moi je grandis dans cette idée-là, et surtout ce qui se passe, c'est que forcément, je vais en France, voilà, et je me sens de plus en plus, on va dire, déconnectée de ma langue parce que je la parle beaucoup moins. Et à ce moment-là, donc on est en 2013 où je suis je suis en France, je suis très très nourrie aussi par différents auteurs, dont Ngugi wa Thiong'o. Je pense qu'il a joué un rôle capital dans ma prise de conscience de ces sujets-là. Donc Ngugi wa Thiong'o, c'est un auteur kényan qui milite pour la littérature en Kikuyu. D'ailleurs, il a décidé de ne produire qu'en Kikuyu, sa langue. Et il a écrit pas mal de bouquins là-dessus pendant de très très longues années. En tout cas, il est reconnu pour être activiste sur ce sujet-là. Donc, je me suis nourrie de sa pensée, et en regardant aussi, moi, mes appétences et mon goût finalement pour le numérique, j'ai commencé à m'interroger aussi sur ma place, on va dire, d'être numérique Yoruba, quoi. Finalement, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas forcément la différence le monde virtuel et le monde réel, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de différence. Je considère que, par exemple, quand quelqu'un t'insulte sur les réseaux, tu le prends pour toi, quoi. Donc, en fait, là, le monde virtuel, c'est la vraie vie, quoi. En fait, Ouais. moi, en tout cas, c'est mon opinion là-dessus. Et donc, à ce moment-là, voilà, comme je disais, je commence à m'interroger sur l'être numérique Yoruba que je suis et sur sa place dans cet univers-là. Et à ce moment-là, je réalise que
que j'ai énormément de difficultés. C'est-à-dire que si on met Sinat Yoruba sur le web, en fait, elle a accès à rien. C'est un peu une comparaison que je fais, mais elle a accès à rien, quoi. C'est-à-dire qu'elle a très, très peu de ressources dans sa langue. Elle ne peut pas se former dans sa langue. Elle ne peut pas non plus discuter avec tout le monde dans sa langue. Donc, il y a pas mal de barrières, finalement. Et c'est ainsi qu'en discutant avec des amis, dont toi, on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait de façon très concrète pour que cet être numérique, qu'il soit Yoruba, Fon ou Bambara, etc., il puisse finalement se sentir en capacité de faire certaines choses, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que tout ça est parti et que tout ça finalement a pris une ampleur qui moi me dépasse aujourd'hui, parce que, enfin, au-delà même de ce qu'on a déjà fait, je considère qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de cette réalité-là grâce à notre travail, et finalement c'est ça le plus important, quoi. Finalement c'est pas forcément c'est important, hein, les actions concrètes qu'on va poser, etc., des activités qu'on va organiser. On en a organisé quelques-uns. Mais le plus important, c'est d'ouvrir les yeux à des personnes qui, peut-être, dans quelques années, occuperont des postes de responsabilité sur cette problématique-là, qui, pour moi, aujourd'hui, est carrément vitale, quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc, quelque part, tu milites, et pas que toi d'ailleurs, parce que j'en fais partie, tu milites justement pour la place plus importante des langues africaines sur le web, et qui peut justement, en fait, créer un effet boule de neige, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est se dire, à partir du moment où on sera 5, 10 à parler de façon complètement décomplexée notre langue, en tout cas à interpeller certaines personnes dans notre langue, bah, du coup, forcément, ça va intriguer, forcément, ça va susciter de l'intérêt, et forcément, d'autres vont vouloir nous rejoindre. Et je pense que ce qui fait aussi la particularité de tout ce travail-là qu'on est en train de faire, c'est se dire que les initiatives autour des langues africaines sur Internet, en fait, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a. Les gens ne nous ont pas attendus. Mais par contre, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est essayer de les regrouper, essayer de les rendre visibles, essayer de créer une sorte de pont, quoi, entre les gens qui finalement effectivement sont exposés à une multitude de choses et ne savent plus du tout quoi faire, à qui s'adresser pour apprendre telle ou telle chose, ou même prendre conscience des enjeux derrière tout ça, parce que c'est bien d'apprendre une langue, mais derrière encore faudrait-il la parler ou s'engager pour la faire progresser. Et donc, du coup, finalement, c'est aussi ça notre travail, quoi. C'est essayer de fédérer finalement plusieurs initiatives. D'accord. En tout cas, je pense que ceux qui nous écoutent, il y en a qui peut-être connaissent l'initiative IDEMI Africa, il y en a qui ne la connaissent pas du tout. Donc, je mettrai quand même le lien de ce site, en fait, dans la description du podcast. Donc, vous n'hésiterez pas à aller sur le site. Il y a tellement de choses qui ont été publiées là-dessus. Je pense que Sinat n'a fait que, disons, le résumé de un tiers de tout ce qu'il y a sur ce site. Donc, vous pourrez en apprendre plus, probablement. Sinat, je pense qu'on va justement vers la grande question qui nous regroupe aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir, et probablement d'autres, hein, vu ton parcours et tout, on est très intrigués. Et on aimerait savoir ce que tu aurais aimé savoir avant ta situation actuelle, qu'est-ce que ça aurait changé, etc. Alors déjà, je voulais te remercier, c'est-à-dire profiter de cette question pour te remercier de cette idée de podcast. Parce que moi, en tout cas, en y réfléchissant, ça m'a beaucoup aidé de me poser cette question. Donc merci, quoi. Merci d'avoir eu cette idée, parce que ça m'a permis à moi aussi de faire un cheminement personnel là-dessus. Et pour te répondre très concrètement, je pense que ce que j'aurais aimé savoir, justement, et c'est très lié aux questions qu'on vient d'aborder, c'est j'ai pas eu la chance d'échanger avec mon père sur ses origines, sur son parcours, sur son histoire, sur l'histoire de sa famille.
Je savais simplement que on était Yoruba, qu'on venait sans doute de quelque part du Nigeria, mais je savais absolument rien de sa vie et j'aurais aimé qu'il me raconte son histoire. J'aurais aimé que mon père me dise d'où il vient, d'où ses parents viennent et comment est-ce que la famille s'est construite. C'est une information que j'ai dû chercher par moi-même et en fait que j'ai appris aussi à appréhender parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une information capitale parce que maintenant que je sais beaucoup de choses de nos origines, ça me permet de comprendre ma personnalité aujourd'hui et de comprendre aussi pourquoi je fais certains choix et pas d'autres, quoi. Et finalement, ça m'aide beaucoup dans mes choix d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qu'on dit souvent et qui peut paraître très banale pour plein de gens, mais si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas, quoi. Et ça, en fait, moi, je l'ai éprouvé finalement, cette phrase. Et c'est vrai qu'en découvrant certaines facettes de la vie de mon père, j'ai pu comprendre finalement pourquoi certaines choses étaient comme ça dans ma vie d'aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, les parents nous transmettent énormément de choses, mais vraiment à un point, je pense, qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Et c'est vrai que c'est important finalement qu'ils puissent verbaliser ces choses, parce que inconsciemment, on va dire même génétiquement presque, ils nous transmettent énormément de choses. Donc, c'est important qu'ils puissent raconter tout ça pour que les enfants puissent être mieux préparés aussi. Et je suis très, très contente d'avoir pu faire ce chemin par moi-même. Pour moi, c'est une grande joie. J'ai eu aussi beaucoup de chance aussi d'avoir pu compter sur mes frères qui étaient très curieux aussi de savoir, et donc on a pu remonter jusqu'à l'état d'Ekiti au Nigeria, et donc de savoir que la source en fait elle était là, mais ça nous aide beaucoup à nous ancrer quelque part en fait, et donc de savoir que l'arbre commun auquel on s'accroche est à tel endroit, ou bien finalement fait partie de notre quotidien, ou en tout cas au-delà même de la symbolique de l'arbre, c'est des gens, quoi. C'est des gens qui sont ancrés quelque part. Et moi, c'est important pour moi de savoir ça. Alors, on dit ce qu'on veut, on dit que finalement, la famille, on peut la construire n'importe où, et c'est vrai. Mais il me semble, en tout cas, quand je vois mon parcours, que j'avais besoin à un certain moment d'approfondir cette histoire-là, pour avancer de façon beaucoup plus sereine. Parce que forcément, en fait, les Yoruba, faut bien savoir c'est-à-dire que moi, j'ai grandi aussi avec... il y avait pas mal de choses qui se passaient autour de moi. Il y avait des pratiques, il y avait plein de choses, mais je ne comprenais pas, en fait. Et donc, maintenant, je peux comprendre, je sais pourquoi on fait telle chose, je sais pourquoi on ne fait pas telle chose. Et je sais aussi, voilà, je suis préparée à ce qui peut advenir, et ça me solidifie finalement. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, que maintenant je comprends tout, mais en tout cas, je suis beaucoup plus éclairée en fait, finalement. Ouais, c'est ça. D'accord. En même temps, si je puis me permettre, je pense que ce que tu dis est sacrément important, parce que partons du principe que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, d'accord? Oui. Et que cette personne s'intéresse à toi, veut former une vie de couple avec toi, ou veut avoir une vie de couple avec toi, etc. À un moment donné, vous devez vous raconter vos histoires de famille. Quand on dit vos histoires de famille, il faut que la personne te connaisse quand même au-delà de ta propre personne, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand tu discutes avec certains amis qui n'ont aucune idée de l'histoire de leur propre famille, en fait. Tu leur poses la question, ils te disent je ne sais pas. Et ça, moi, ça me choque un peu.
Mais c'est vrai que c'est pas facile, oui. Mais bon, C'est ça. après, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, j'ai grandi au Bénin, quoi. Et c'est vrai que, bon, après, je vais pas me plaindre parce que, bon, il y a des gens qui ont grandi dans nos pays et qui ne parlent même pas notre langue. Moi, je parle quand même, on va dire, au moins 3 langues africaines, le Yoruba, le Fon, le Goun. Donc, au moins, la langue, on m'a transmis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans nos pays et les parents n'ont même pas transmis la langue, quoi, en fait. Et ça, c'est encore plus grave, à mon avis. Oui, bah après, je suis conscient que c'est pas évident parce que il n'y a pas seulement qu'au Bénin qu'on a ce problème. Je pense on a vraiment ce souci dans beaucoup de pays africains, beaucoup de parents qui n'ont pas eu à échanger avec leurs enfants sur un certain nombre de choses, sur l'histoire de la famille, et tout, etc. Même moi, il y a une partie de l'histoire de ma famille que je ne connais pas, que j'ai dû connaître après, avec le temps. Donc, quelque part, je pense que peut-être que nous, on va essayer peut-être d'arranger les choses, de faire en Ouais, sorte que nos enfants puissent connaître notre histoire parce que c'est très, très, très important, je pense. ouais, c'est capital, en fait. C'est capital. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé savoir ou Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais aimé savoir? Euh, Non, je ne sais pas si c'est quelque chose d'autre, mais j'aurais aimé peut-être qu'on me dise que les choses prennent du temps. Euh, et qu'on me le dise très tôt, parce que je suis de nature hyper impatiente. Je pense que je le suis toujours encore un peu, même si je travaille dessus. Mais c'est vrai que de savoir en fait qu'aujourd'hui notre temporalité n'est pas la temporalité de la vie simplement, et qu'en fait il y a certaines choses qui justement pour être bien prennent du temps. Donc peut-être que en fait la notion de temps, la manière dont les uns et les autres on appréhende le temps, on appréhende la durée dans laquelle on va faire telle ou telle chose. Euh, Peut-être qu'il faut quand même apprendre aux enfants oui, à mieux gérer cette notion-là, quoi. C'est pas, c'est-à-dire que ça dépasse la simple phrase faut être patient. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit, parce que ce dont il s'agit ici, euh, c'est que la chose en fait est en train d'être préparée, et donc du coup ta temporalité n'est pas celle des autres, déjà pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ceux qui t'entourent, parce qu'on est des animaux sociaux, hein, donc on est forcément en lien en permanence avec plein de gens. Donc il y a cette temporalité-là qu'il faut respecter, et puis il y a la temporalité de la vie tout simplement en fait. Et je pense qu'en ayant conscience de ça, ça permet de vivre certaines choses, notamment dans l'adolescence ou même un peu plus adulte. Ça permet de vivre certaines choses de façon beaucoup plus sereine, quoi, d'être rassuré sur le temps que certaines choses peuvent prendre, et surtout de se dire que finalement tout finit par passer. Ça c'est voilà, ça c'est quelque chose de quand même hyper précieux. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose d'important pour tout le monde, mais ouais, pour moi, c'est une leçon que je découvre petit à petit, et j'essaye de travailler dessus, quoi. bah, je pense que c'est plus ou moins important pour tout le monde, quelque part, parce que je pense que j'aurais aimé savoir ça aussi, honnêtement. Parce qu'on passe parfois par des situations et je ne sais pas trop si beaucoup de gens l'ont vécu, mais à un moment donné, on se dit, bon, ça va se faire illico presto, quoi. C'est un peu comme si, en fait, quand on est jeune, on se dit, bon, Ouais, ça va passer très vite, ça va se faire très vite, et tout, etc. Et du coup, on est confronté à certains défis et tout, et on apprend, en fait. On apprend de ces défis-là, on apprend des leçons, de tout ça. Et je pense que c'est peut-être l'une des discussions aussi qu'on aurait aimé ça, qu'on aurait ouais, aimé en fait avoir avec nos parents. Donc, une des choses qu'on aurait aimé savoir. Et je pense que ça rejoint un peu en fait la vie de beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se retrouvent à un certain âge avec beaucoup de choses qu'ils n'ont peut-être pas pu réaliser parce qu'ils auraient aimé savoir que certaines choses prendraient ouais, plus de temps que d'autres, par exemple. oui, Donc, ils auraient pu peut-être arpenter d'autres sentiers
par exemple, pour pouvoir gagner du temps, etc. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui a peut-être manqué à nous tous, je pense. Ouais, non, non, mais je suis hyper curieuse. Je pense qu'il y a beaucoup de manières, en fait, d'indiquer ou en tout cas d'apprendre cette notion de temporalité dans nos cultures. Et on devrait revisiter toutes ces pratiques d'apprentissage du temps. Parce que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite, où tu te connectes, tu parles à n'importe qui est dans le monde, et tout va de plus en plus vite, quoi. Et c'est vrai que peut-être qu'il faut se reconnecter à ce genre d'apprentissage. Je ne sais pas très bien à quoi ça peut ressembler, mais il me semble capital pour éviter toute frustration future, de rééduquer les gens sur la notion de temps, quoi. Parce qu'en réalité, c'est nous qui changeons, en fait. C'est nous qui avons accès à plus de choses, machin. Enfin, le temps, enfin, la temporalité, on dit souvent que le temps, c'est Dieu, mais ça ne change pas, finalement. C'est immuable. Donc, à un moment, faut qu'on apprenne à dealer avec ça, parce que dans les années à venir, les choses iront encore de plus en plus vite, quoi. Je sens qu'au-delà, en fait, de ton travail de journaliste, tu devrais peut-être commencer à... voilà, oui, on se comprend très bien. Hein. Tu devrais commencer à penser à une autre carrière, peut-être une carrière subsidiaire, qui sait, en développement personnel, etc. en Afrique. Pourquoi pas, tu serais coach conférencière, un peu comme on le voit sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour rire, mais je me rends compte qu'en fait, que ce sont des sujets qu'il faut peut-être aborder avec les plus jeunes, les personnes qui sont dans l'adolescence aujourd'hui, qui peut-être auraient besoin de référents, de personnes avec qui discuter de ces sujets en particulier, tu vois. Et je pense que ça pourrait être intéressant, Sinatou, que tu commences à te pencher là-dessus, on ne sait jamais. Tu peux même utiliser les langues africaines pour ça, d'autant plus que non, mais je vais y réfléchir. Mais c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux quand je suis rentrée au Bénin il y a 2-3 mois. Et j'ai discuté avec ma nièce qui en fait, voilà, je crois qu'elle a 18 ans à peu près. Et elle m'a raconté sa vie. J'avais l'impression qu'elle était au bout de sa vie, alors que par rapport aux problématiques qu'on rencontre à mon âge, à 29 ans, 30 ans aujourd'hui, c'est presque des choses qui passent, en fait. Et j'avais juste envie de lui dire, mais d'ailleurs, je crois que je lui ai dit, t'inquiète pas, ça passera, quoi. Et c'est vrai qu'elle avait, quand je lui ai dit ça, elle n'y croyait pas. Mais à sa place, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais oui, en ce moment, je suis dans la situation quand même. Mais c'est vrai que, mine de rien, encore faudrait-il trouver des gens pour te dire qu'il n'y a rien qui dure pendant trop longtemps, éternellement, quoi. C'est-à-dire que même l'homme n'est pas éternel. Donc vraiment, s'apaiser sur les choses et surtout faire confiance à l'avenir, en fait, finalement. Vraiment, c'est très difficile. Je ne sais pas si certains y arrivent, mais faire confiance à l'avenir, même lorsqu'on n'y croit plus, quoi. Et oui, après, c'est un apprentissage de toute une vie, hein, finalement. Oui, exactement. Du coup, Sina, depuis qu'on tend vers la fin, j'en profite pour te demander si tu as peut-être des conseils pour les plus jeunes. Bon, une façon de parler, bien sûr. Oui, alors, il y a quelque chose que je vais peut-être évoquer, mais c'est pas forcément pour les plus jeunes, hein, c'est même pour moi et pour nous tous, en fait. Faites attention à votre santé mentale, quoi. Vraiment, écoutez vos émotions, écoutez votre corps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous très envie d'y arriver, d'accomplir des grandes choses, mais faites attention à votre santé mentale, vos émotions comptent. On sera de plus en plus exposé à énormément d'actes qui vont nous frustrer, qui vont nous amener à tout remettre en question tout le temps. Et le plus important, c'est quand même vous, votre santé mentale, et peut-être même la santé mentale de vos proches, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et je me suis rendu compte que c'était capital.
de vraiment se dire, voilà, vraiment se dire ce qui compte, c'est comment je me sens et quelle est ma météo intérieure, et je dois faire attention à ça parce que ça compte, quoi. Et ça ne sert à rien finalement de courir derrière plusieurs lièvres, de vouloir tout accomplir rapidement, etc. Une fois encore, notre temporalité n'est pas celle de tout le monde, encore celle du monde, encore moins celle du monde ou de l'humanité ou de la nature, peu importe ce en quoi vous croyez, mais c'est hyper important de ralentir un peu et surtout de se poser, d'arriver à se poser. Hier encore, j'en parlais avec une amie et on se disait que finalement, c'était un privilège de ralentir aujourd'hui et de se demander quelles étaient nos options. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de courir et tout le temps en train de vouloir faire 10 millions de choses sans jamais ralentir et se demander quelles sont nos vraies options, quoi. Donc, voilà. Wow. Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on a reçus dans ce podcast, honnêtement, parce que c'est la santé mentale, on en parle très très peu en Afrique déjà on n'y croit pas trop, hein, honnêtement. On se dit on peut pas être affecté mentalement, on peut pas, en fait, on peut dealer très facilement avec nos émotions parce qu'on est africain, etc. On est souvent très fort, tu vois ce que je veux dire. Et je me rends compte, honnêtement, c'est peut-être parce que j'ai quitté le Togo et puis j'ai été confronté à d'autres choses, j'en sais rien, mais je me rends compte qu'en fait, il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut nous pousser à déprimer tout de suite, ça peut nous pousser en fait à nous renfermer également, et je pense que c'est très très important d'en parler au plus jeune, ouais, en effet. Ouais, non, mais parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il y a un monde entre les jeunes qui partent et les jeunes qui restent, etc. Mais la réalité, c'est que notre identité, elle est vivante, quoi. Elle est fluctuante, elle est variable, elle change tout le temps. Et en fait, les jeunes qui restent, ils sont tout le temps exposés aux mêmes réalités grâce à Internet aujourd'hui que nous. Donc, en fait, il n'y a plus de raison véritablement de se dire tiens, parce qu'ils restent, ils sont épargnés de certaines choses ou quoi que ce soit. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas, sauf si on veut fermer les yeux là-dessus, quoi. Parce que finalement, si on veut être honnête, notre monde, malgré toutes les avancées, on va dire, sur le plan scientifique, sur le plan technologique, il y a encore énormément de choses difficiles, en fait, pour cette année incroyable, parce que entre le virus, entre les décès, entre ceux qui ont eu des décès proches, enfin, genre comme moi, et même et tout ce que certains ont vécu économiquement, professionnellement. Enfin, ouais, c'est ça, faut qu'on soit hyper fiers de nous et qu'on se donne tous de la force finalement, en fait. En tout cas, je te sens encore plus de bonne humeur tout au long du podcast. Et je pense honnêtement que tout ce que tu as partagé aujourd'hui sera fort utile, en fait, non seulement pour ceux qui écoutent là maintenant, mais pour les années à venir, parce que on a abordé des sujets, en fait, qui, selon moi, vont quand même traverser les années, en quelque sorte. Et on va se retrouver là-dedans. Et je pense que je vais peut-être le faire écouter à mes enfants dans les années à venir, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Sinatou. Merci beaucoup, Edem. Et puis, de toute façon, tu sais que je peux parler directement à tes enfants aussi. Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu as accordé à ce podcast, à cet épisode en particulier. Et merci beaucoup pour les conseils que tu as donnés. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne dise bye-bye à tout le monde? Non, juste merci à toi. Et puis pour les autres, prenez soin de vous. Il n'y a que ça qui compte. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Allez, les gars, on se dit à tantôt. C'était ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt. Salut, j'espère que tu te portes à merveille parce que tu as écouté le podcast. J'espère que cet épisode t'a fait du bien. Cet échange avec Sinatou Saka, on a abordé beaucoup de sujets, comme tu as pu le remarquer. Mais moi, je vais juste en profiter pour donner 5 conseils
à toi et à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Alors, les conseils vont se baser en fait sur tout ce qui a été discuté avec Sinatou. Alors, la première chose, c'est de savoir créer l'équilibre entre vie professionnelle et vie de couple. Alors, vie professionnelle, vie de couple ou vie professionnelle, vie de famille, je pense que cet équilibre n'est pas toujours facile à trouver, qu'on soit très jeune ou pas en fait, tu vois. Tu sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont très jeunes, qui viennent de commencer par travailler, etc. Ayez ça dans l'esprit, en fait, qu'à un moment donné, vous seriez obligé de trouver cet équilibre-là lorsque vous serez en couple, lorsque vous aurez des enfants, etc. C'est très important de leur accorder également du temps. Et ceux qui m'écoutent et qui ont déjà des enfants ou qui sont déjà qui cohabitent déjà avec un partenaire ou une partenaire, il est très important d'accorder du temps à votre conjoint ou à votre partenaire. C'est tellement important aussi parce que ça fait partie non seulement du développement personnel de votre couple. Donc, pour moi, vous êtes deux, mais vous êtes en même temps une seule chair. Mais aussi de votre développement personnel à vous et du développement personnel de votre partenaire. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous êtes deux personnes dans une relation. Donc, c'est très important aussi de travailler sur ça, d'accorder du temps et surtout de connaître le langage de l'amour de l'autre personne, en fait. Si votre partenaire est plus orienté vers les moments de qualité et qu'il ou elle vous demande justement de passer du temps avec elle assez souvent, etc., essayez de dégager souvent les week-ends ou même les soirées lorsque vous finissez le travail, etc. Ça dépend. Donc, essayez vraiment de trouver du temps. C'est primordial et c'est très important. Et lorsque vous aurez des enfants ou si vous avez des enfants, vos enfants vous regardent faire, vous regarderont faire. Et bien entendu, ils vont reproduire ce que vous êtes en train de faire. Donc, quelque part, c'est bien parce que l'enfant que vous avez comprendra que papa et maman essaient souvent de passer du temps ensemble. Vous aurez justement l'occasion de lui expliquer cela. Donc, vous voyez un peu, si vous arrivez à faire certains efforts pour créer un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, vous voyez à quel point ça pourrait impacter vos enfants. Je trouve que c'est formidable en fait de travailler là-dessus. Alors, seconde chose, c'est lié justement à l'éducation. Il est important d'apprendre à nos enfants la notion d'apprentissage du temps ou la temporalité, de leur apprendre ce qu'est la temporalité. On en a parlé dans le podcast avec Sinatou et j'ai trouvé intéressant en fait ce qu'elle a dit et je pense que toi également probablement et je me rends compte à quel point il est important de devoir enseigner le temps aux enfants parce que même nous déjà en tant qu'adultes il y a cette confusion qu'on fait en fait aussi, c'est-à-dire qu'on veut aller très vite et tout, etc. J'ai pas envie de perdre du temps et tout, etc. Surtout dans les projets, etc. Alors qu'en fait, parfois, ça ne nous appartient pas forcément aussi. Hein. Enfin, c'est juste qu'on se dit qu'on a du temps et puis c'est fini et puis on prend du temps. Qui a le temps prend trop de temps, perd son temps, comme certains le disent. Et je pense qu'il est très important de bien planifier les choses, en fait. En gros, il est vraiment important de bien planifier les choses. Mais parfois, ça ne dépend pas de nous. Parfois, ça dépend tout simplement du Seigneur, de Dieu. Parfois aussi, ça dépend aussi de nous. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je me dis, si tu planifies, si tu prends du temps pour toi également et que tu essaies vraiment de prévoir aussi des imprévus, comme on dit, bien entendu, tu pourras valablement te retrouver dans le cheminement. Mais au-delà de ça aussi, je vais le dire, c'est pour un peu chicaner, c'est qu'en fait, on dit que les Africains sont souvent en retard. Donc bon, voilà, à des rendez-vous et tout, etc. Lorsqu'un Africain essaie d'être trop à l'heure, on dit qu'il est en train de faire le blanc. Alors qu'en fait, on se rend compte à quel point on perd du temps sur de petites choses, en fait.
on perd vraiment du temps sur les petites choses. Je pense qu'il est important de travailler là-dessus, mais aussi de faire en sorte que nos enfants puissent comprendre à quel point il est important. Mais du coup, les enfants vont nous regarder faire. Ça revient sur ce dont on a parlé tantôt. Donc, on est rendu à un moment où, en fait, l'enfant te regardera faire. Et si tu respectes le temps, ton enfant aussi respectera le temps. La dernière fois, j'ai vu justement un enfant qui ramassait euh, des petites choses en fait par terre et sa maman était juste derrière, sa maman lui disait comment faire et tout, etc. Ici au Québec dans les rues. Et j'ai trouvé ça très 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 adorable et j'ai vu comment l'enfant le faisait d'une manière assidue. Et après, je me suis approché de la maman, je lui ai dit, mais euh, comment ça se fait? Parce que je pense que l'enfant avait 3 ans ou 4 ans. Euh, et elle me dit, en fait, bah, c'est parce que je le fais souvent. Et donc aujourd'hui, depuis un moment, en fait, elle me dit, j'ai envie de le faire aussi, j'ai envie de le faire. Donc vous voyez qu'en fait, les enfants nous voient. Ils voient ce qu'on fait et ils veulent reproduire la même chose, en fait. Donc c'est important aussi, lorsque nous respectons le temps, de faire en sorte que nos enfants puissent le faire, de les éduquer dans ce sens-là. Donc quelque part, nos actes sont très importants pour la génération qui s'en vient, pour celle qui est la plus proche de vous, c'est-à-dire vos enfants. Donc c'est très important. Et j'en profite pour aller sur l'éducation à la santé mentale. On en parle peu en Afrique. On se dit qu'on ne peut pas déprimer. On se dit qu'un Africain n'a pas besoin d'être submergé par des émotions, etc. Et tout ce qui va avec. Alors que c'est partout. C'est pas seulement en Afrique d'ailleurs, c'est en Occident. C'est partout en fait. Euh, L'importance de préserver sa santé mentale. Si vous êtes dans une relation toxique et que vous voulez en sortir, parce que vous n'arrivez pas à le supporter côté santé mentale, faites-le. Amen. Vous n'avez pas besoin d'y rester juste pour faire plaisir aux gens, en fait. Donc, c'est très important, de mon point de vue, de préserver sa santé mentale en toute chose. C'est un sujet qu'on aborde très peu. On en a un tout petit peu parlé dans cet épisode, mais pas beaucoup. Mais j'espère vivement que vous prenez soin de vous et que vous essayez vraiment de faire les bons choix qui vous font préserver votre santé mentale à vous. Et dernière chose, donc le dernier conseil et le cinquième, c'est l'importance de parler des langues africaines. Oui, d'éduquer nos enfants à l'utilisation des langues africaines. Le français, c'est bien. L'anglais, c'est bien. Je ne sais pas trop les autres langues que vous parlez. Mais je pense qu'il serait intéressant quand même aussi de parler des langues africaines. Si il y a une langue africaine que vous maîtrisez, essayez de l'apprendre à votre enfant. Essayez de lui raconter l'histoire de la langue africaine que vous connaissez. Je pense que j'étais plutôt sur le 4e conseil, maintenant je vais aller sur le 5e, qui est justement l'histoire des langues africaines. Un peu comme Sinachou l'a dit, c'est un peu le cœur de l'épisode avec Sinachou. C'est le fait de connaître l'histoire de nos parents, mais l'histoire aussi de nos langues en fait. Parce que tout est lié, parce que nos enfants seront des ambassadeurs de notre communauté. Si vous êtes Yoruba, votre enfant qui est Yoruba sera ambassadeur du peuple Yoruba ou de la communauté Yoruba. Si vous êtes Mina, c'est la même chose. Si vous êtes, c'est pas trop Kabie, c'est la même chose. Si vous êtes Moba au Togo, c'est la même chose. Si vous êtes Baoulé en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est pas trop, si vous êtes Moré, c'est la même chose. Voilà, en gros, c'est ça. D'où l'importance, de mon point de vue, de faire en sorte que nos enfants connaissent en fait l'histoire qui entoure non seulement la langue ou les langues. Si vous êtes deux partenaires, que vous êtes de deux communautés différentes, apprendre les deux langues à cet enfant, mais également l'histoire qui entoure cette langue, l'histoire qui entoure la communauté dont vous venez, dont vous êtes issu. On est rendu à un moment où justement une personne qui veut être en couple avec une autre, à un moment donné, doit raconter un tout petit peu l'histoire de sa famille en fait à son ou sa partenaire. Et si elle la connaît pas plutôt, etc. Je trouve ça souvent assez dommage. Mais je dirais pas que c'est la faute aux parents, c'est peut-être aussi la faute aux parents des parents et ainsi de suite. Vous voyez. Donc
nous, on peut essayer de rectifier le tir en poussant nos parents nous raconter l'histoire de nos langues, de nos communautés, parce que ça fait partie aussi du développement, pas seulement personnel, mais du développement même de la communauté, de pouvoir transmettre de génération en génération. Donc, je pense que vous devriez tous travailler là-dessus. Et s'il y en a qui sont déjà des parents entre nous, faites cet exercice. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire de votre communauté, de votre langue, allez discuter avec vos parents, si possible, s'ils sont toujours en vie, ou sinon avec vos oncles, vos tantes, et essayez d'en savoir plus pour au moins transmettre cela à vos enfants. Et pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau, c'est peut-être le moment de commencer à faire cet exercice pour en savoir plus, en discuter avec votre partenaire également pour connaître son histoire à elle ou à lui. Voilà. Alors, je pense que j'en ai terminé. N'oubliez pas quelque chose de très fondamental par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est que la vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que vous en faites. Donc, j'espère que vous en ferez quelque chose de précieux, de potable, d'intéressant pour vous, et surtout quelque chose qui vous permette d'être en accord avec vous-même, en accord avec la divinité que vous adorez, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, en accord avec tout ce que vous désirez dans la vie également, en accord avec vos paroles, parce que la force aussi de la parole, c'est très important. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur et on se dit à tantôt pour l'épisode prochain. Vous étiez très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir, c'était avec Eden Betoglo. Et c'est toujours Eden Betoglo. On se dit à tantôt.